c'est-à-dire celui qui n'accepte pas les offres qu'on lui tend. Lorsque le Québec, historiquement, dans son rapport avec la population anglophone et avec le gouvernement anglais, a toujours été celui qui est un patriote intègre et celui qui est un traître qui se rend aux intérêts britanniques. Je ne suis pas en train de dire que c'est un fait. Je suis en train de dire qu'en général, la société canadienne-française s'est toujours vue dans l'un ou dans l'autre camp. Le Québec est historiquement un grand producteur de traîtres. Vous le savez. Mais exactement. C'est-à-dire que cet autodafé qu'on lance au Stéphane Dion de notre histoire est en somme fait partie de notre rapport avec l'envahisseur depuis 2 siècles. C'est-à-dire qu'on décide soit de se soustraire à son influence et à son attraction, soit qu'on s'y donne. Et ça, l'histoire est assez dure envers les traîtres qui, cependant, en général, sont mordés chez le jeu. En conséquence, sur cette question-là des différents accords que le fédéral tend à l'heure actuelle au Québec, je ne suis pas en train de dire, moi je me mets simplement dans la peau du patriote qui a vu historiquement que ceux qui résistaient, ceux qui n'acceptaient pas les compromis, en général, étaient beaucoup mieux perçus, beaucoup mieux reçus que ceux qui finalement prétendaient que c'était dans l'intérêt de tous de collaborer. Pensez seulement la part que l'histoire a laissée d'un côté Louis-Joseph Papineau qui a refusé de collaborer et un Georges-Étienne Cartier. Je les mets l'un face à l'autre. Je vous mets d'un côté un Ernest Lapointe, qui est ma foi un Adélard Godbout d'un bord, et puis de l'autre, je vous mets un Henri Bourassa. Je vous mets d'un côté un Honoré Mercier, ou de l'autre, je vous mets un Lomar. Bien sûr que c'est des noms historiques, mais en général, je ne vois pas pourquoi certains leaders, et le patriote en moi se demande, en quoi il est si important qu'un leader nationaliste québécois de 2007 apporte tant d'importance aux graines qu'on jette dans la basse-cour électorale à tous les 4 ans. C'est quand même étonnant. Ces gens-là devraient regarder dans l'histoire combien ceux qui ont accepté de manger, de boire à cette fontaine, en général, s'en sont finalement montés les doigts. Comme la parenthèse. J'en étais à propos, je résumerai parce que j'ai une leçon autour de chaque événement. Donc, à propos du déséquilibre fiscal et autres pilotes, ne pas se perdre en enjeux dilatoires, rappeler constamment ses demandes historiques, ne pas attendre la provocation, créer soi-même les conditions de rien. Cette question-là, qui est la question des conditions de rien, je n'ai pas mis parmi les enjeux d'actualité, il y a un élément de plus en plus loin au feuilleton, elle demeure parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente d'un bloc, l'attente qu'on piétine le drapeau du Québec. L'attente longtemps. Et effectivement, les patriotes n'ont pas attendu d'être provoqués. Au contraire, lorsque Papineau a fini de refuser les offres qui lui étaient faites, il a répondu au climat de collaboration par quoi? Par les 92 résolutions. Lorsqu'elle tombe en janvier 1834, la Grande-Bretagne se demande quelle mouche vous a piqué? On vous a rien fait? Regardez comme on est gentil depuis 4 ans. On vous a juste envoyé le choléra, on vous a tiré dessus le 21 mai 1832, mais à part de ça, on n'a pas posé de gestes propres à vous exciter. Et Papineau, il a bien dit, on ne cherche pas à simplement réagir à vos provocations. Simplement, nous voulons rappeler ce que nous avons toujours voulu et qui n'a pas changé malgré votre bonne volonté et votre désir de nous trouver si gentils. Et en ce sens-là, il a posé un geste audacieux, qui s'est avéré tout à fait bien reçu par la population. L'historien des patriotes que vous parlez du leadership au Parti québécois. J'ai mis ce point-là parce que, évidemment, vous avez compris que les patriotes ont un bout à nous dire. À propos du leadership, ils en connaissent un bout. Élu député pour la en 1810, président élévateur de la Chambre d'Assemblée à partir de 1815, pendant 20 ans, son leadership ne fut jamais contesté. Il est à lui seul le programme patriote. Malgré le fait que parfois, il est dit, même pour un spécialiste, il est difficile de suivre
la ligne de parti. Quelles sont les revendications qui dominent le Parti patriote? Parfois, c'est le contrôle du budget. À d'autres moments, on nous parle plus de l'électivité du Conseil législatif. Même si le Parti patriote, disons, est mouvant par rapport à sa plateforme électorale, mais qui tend en général à se radicaliser avec le temps, à peu près la seule constance, aux yeux autant des militants patriotes que de la population à l'époque, la seule constante, c'était Papineau. Et ça, c'est un élément qui est important dans un mouvement politique, non pas pour les membres, non pas pour les convaincus, qui eux sont d'abord dominés et menés par les idées, mais bien pour une population plus diffuse, moins informée, moins, comment je pourrais dire, partie prenante des enjeux, que d'avoir à tout le moins un personnage qui soit ou non charismatique, qui permette de cristalliser une volonté collective. Bien sûr que l'Institut du Québec en a eu d'autres de ces individus-là. Mais il n'y en a pas un seul qui a eu la pérennité et la popularité d'un Papineau. Il y a une anecdote qui me souvenir toute ma vie, mais en fait, c'est simplement, je lisais un journal, c'est celui de George Ermatiger. Personne ne le connaît ici. C'est un intéressant sergent dans la Montreal Cavalry Corps de 1837. Il a contribué à écraser les patriotes de Saint-Benoît, il a incendié des fermes, il se vend dans son journal de 200 pages. Et à un moment donné, il cite dans son journal, « Je suis à la Saint-Benoît, on brûlait des maisons, et je me suis intéressé au sort de ces habitants qui, en plein mois de décembre, étaient jetés à la rue. » Et il demandait à une femme, qui s'est avérée être Mme Giroir, il lui demande, « Madame, mais pourquoi avez-vous fait tout ça? Vous étiez bien, vous vous doutiez bien que vous alliez perdre, etc. » Elle lui a répondu, puis il met le texte en français en guillemets, « Nous avons confiance en Papineau. » Ça m'a frappé, c'est intéressant. Au-delà donc de la conscience politique, au-delà de la profondeur et de la conviction, il y a l'image charismatique et corpusculaire d'un chef que les patriotes ont réussi à trouver et qu'ils n'ont surtout pas contribué à déboulonner. Au contraire, on fonctionnait dans une autre société où le rapport aux institutions était fort différent et surtout à l'autorité. Mais il demeure que ça avait certainement permis au mouvement patriote de s'inscrire dans la durée, malgré ses fluctuations idéologiques, malgré ses changements de cap, le fait qu'il ait pu conserver un leadership constant durant toute la période.